Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Lecture et compagnie. Ce soir, je reçois un avide lecteur qui a donné le goût de la lecture à plusieurs individus dans la région. J'ai le plaisir de recevoir M. Paul Vachon. Bonjour. Bonsoir, madame. Avide lecteur, écoutez, habituellement, nous, on met des livres qu'on a ici en studio, mais là, ce sont tous vos livres. Vous êtes arrivé avec un gros sac. Et là, on a découvert qu'on avait des atomes crochus au niveau de nos goûts littéraires. En fait, j'ai choisi le roman historique. Oui. Bien, c'est pas les seuls, j'en ai d'autres, là, mais bon, il fallait faire un choix. Ben oui. Mais le roman historique, c'est quelque chose de particulier. Mais on s'en surprend pas que vous aimiez ce style littéraire-là. Vous nous avez amené, c'est sûr qu'on ne parlera pas de tous ces volumes-là, mais on vous avait amené les Piliers de la Terre de Ken Follett avec Un monde sans fin, bien entendu, James Michener, Colorado Saga, Les raisins de la colère de Steinbeck, Docteur Givago, Umberto Eco avec Le nom de la rose, Danse avec les loups, Autant n'emporte le vent. Mais aujourd'hui, on parle d'une œuvre majeure, celle de Maurice Druon de l'Académie française, qui s'intitule Les Rois maudits. Et ça, on est d'accord tous les deux pour dire que c'est un classique, c'est oui. un incontournable. Oui, oui. Alors, situez-nous un peu, là, Maurice Druon, c'est qui? C'est quoi son œuvre? Maurice Druon, c'est un auteur français. Oui. Et l'œuvre magistrale de Maurice Druon, c'est Les Rois maudits. Ça a été publié en plusieurs tomes. Là, on l'a dans un seul ouvrage. D'ailleurs, le papier est très mince, là, un peu comme une Bible, parce que je pense que ça a plus de 1000 pages. Volumes. C'est 8 volumes. Moi, j'ai les 8 tomes, c'est 8 volumes. On l'a dans un seul volume ici, un papier très, très mince, mais c'est une œuvre qui nous parle de la France, de la royauté française. On est au Moyen Âge. Et, 1310, 8308, je pense. On est à l'époque où, finalement, le roi, c'est Philippe le Bel. Et ça fait longtemps que j'ai lu ça. Là. Okay, la moi, mémoire, vous allez m'aider. Je l'ai relu. Oui, vous allez m'aider. Si longtemps que ça. Et c'est une légende aussi en même temps. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on parle de roman historique, on a comme deux genres. On a d'abord le roman, où on a des personnages fictifs ou des personnages réels, mais qu'un auteur va se donner la liberté de les faire vivre à sa guise, puisque c'est un roman. Puis on a l'œuvre historique, c'est-à-dire la trame, la toile de fond, un peu comme au cinéma, la toile de fond, qui est notre plan vert, dans lequel, là, va bouger dans une époque, là, une société. Oui, donc on a des faits historiques, mais on a des personnages fictifs qui se promènent au travers de ces faits. Et parfois, les faits historiques peuvent être aussi déformés. Mais ce qui fait une bonne œuvre, un bon roman historique, à mon avis, c'est d'avoir une espèce d'intégrité, c'est-à-dire une recherche profonde sur la société de cette époque-là et de faire évoluer nos personnages à l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, on a Philippe le Bel et sa descendance, avec sa famille, ses brus. Et là, il va y avoir des événements historiques réels qui se sont passés. Par exemple, où ces brus vont être condamnés pour adultère. Et la condamnation est assez brutale, merci. On a aussi toute l'époque des chevaliers. Alors, et des Templiers, à cette époque-là, ce sont les Templiers. Oui. Les Templiers qui avaient une excellente réputation, qui étaient ceux qui avaient combattu en Terre Sainte, qui avaient délivré Jérusalem. Dans le fond, les Templiers, c'était les chevaliers religieux du temps des croisades qui étaient réputés avoir apporté des sommes et des richesses phénoménales d'Orient. Oui. En fait, la réalité, c'est que c'était un peu des banquiers. Et effectivement, ils recevaient des dons de pèlerins, puis ils étaient riches. Et la France de cette époque-là, de Philippe le Bel, est en faillite, ou est sur le bord de la faillite. Donc, ça devient très tentant de mettre la main sur le trésor des Templiers. D'où toute une légende aussi après, là, avec le Saint Graal, puis etc., mais peu importe. Et Philippe le Bel va condamner
l'ordre du Temple. C'est ça. Et ça, c'est des faits historiques également. Là. Oui. Et le maître du Temple... Jacques Mornay va dire sur le bûcher « Soyez maudits voilà. jusqu'à votre 13e génération. » D'où les rois maudits. Les rois maudits, voilà. Et là, après, effectivement, les successeurs de Philippe le Bel, ses 3 fils, vont lui succéder de façon très, très brève. Il y en a un, je pense, c'est Louis X, je ne suis pas sûr, là, qui va mourir un an après, puis etc. Là. Alors, c'est tout ce contexte-là des rois maudits. Puis en plus de ça, bien, Maurice Drouin nous fait évoluer aussi dans une société, celle de l'Italie. Oui. Parce qu'on ne se promène pas on va seulement au niveau qu'en de la France, papauté là. aussi, qui Oui, subit des changements à la même époque. Alors, c'est une œuvre... moi, j'appelle ça ma machine à explorer le temps, à voyager dans le temps. Parce que les auteurs de romans historiques nous rendent la société vivante et prennent les grands événements, que ce soit la peste noire ou n'importe quoi, et nous mettent ça dans un ensemble. Et les personnages sont attachants. Oui, effectivement. On a un chevalier dans ça, puis je oui. me souviens plus de son nom, qu'on suit tout au long des 8 volumes. Oui. Et puis, il s'appelle Robert, je pense. Hein? En tout cas, oui. mais on s'attache à ce personnage-là et il est le fil conducteur entre tous les événements. Parce que, dans le fond, si... on se rappelle des souvenirs de lecture. Si je me souviens bien aussi, ça trace la trame, ça met en place tous les événements qui ont mené à la fameuse guerre de 100 ans. Absolument, oui, absolument. C'est vraiment un roman. Parce qu'après, le problème qu'il y a avec les descendants de Philippe le Bel, c'est qu'ils vont tous mourir les uns après les autres. Et là, les Capétiens n'ont plus de descendance directe. Bien, il y en a une, mais elle est anglaise. Bien, c'est ça, c'est une femme. Et là, c'est une femme qui a marié le roi d'Angleterre. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que la France va avoir comme roi le roi d'Angleterre? Mm-hmm. Et ce serait amusant d'écrire une œuvre, si j'avais ce talent-là, j'aimerais ça écrire une œuvre qui viendrait, une œuvre fictive, après, qui viendrait, et si on l'avait fait? Au lieu de renoncer, au lieu de faire la guerre de 100 ans, parce que c'est un problème de succession, et ça a été l'époque de Jeanne d'Arc après, puis etc., là. Mais si, au lieu de ça, on l'avait fait, on avait eu le même roi, le roi d'Angleterre et le roi de France... Oui. On n'aurait peut-être pas de Brexit aujourd'hui, hein? Bien, que serait devenu notre monde? Et là, là, toutes les pistes sont ouvertes. Le roman historique, il est là pour ça. Et il y a un défaut, ce roman-là, épouvantable. Ah oui? Oui, c'est qu'on ne peut pas le lâcher. Oui, effectivement. On est accroché. Non, effectivement. Puis, d'ailleurs, je savais que vous alliez amener Les Rois maudits aujourd'hui, puis je m'en venais en voiture ce matin, puis je me disais, il y a tellement de gens en ce moment là, qui attendent la saison finale là, de Game of Thrones, le Trône de Fer. Je me dis, ces gens-là auraient tellement... Je suis convaincue que la grande majorité ne connaît pas Les Rois maudits, mais c'est une œuvre de ce style-là. C'est une saga là, incroyable. C'est pas fantastique du tout, par contre. C'est vraiment historique. C'est historique. Mais c'est dans le même style. Mais on dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Et dans ce cas-là, la trame historique est tellement forte, tellement présente, que tu n'as même plus besoin d'inventer. Il a inventé au niveau des personnages, il en a créé quelques-uns au niveau de l'Italie, puis de quelques chevaliers là, qui font la cour, etc. Mais les faits historiques là, sont tellement puissants, tellement forts, que tu n'avais même plus besoin d'inventer une autre réalité, tu l'avais déjà. C'est ça. Ça date de 1955. Puis moi, je me souviens, j'ai lu ça, j'avais 14 ans. Et puis, on m'a donné la série des 8 tomes des Rois maudits à mes 18 ans. Donc, plusieurs décennies. Je me rajeunis quasiment. Mais je veux dire, plusieurs décennies après l'apparition des Rois maudits. Et c'est toujours, aujourd'hui, c'est encore 1955, là. Ça fait un bail, là. Mais c'est toujours tellement... présent. Ça ne se démodera jamais. Hein? Ça n'a pas d'importance dans le sens que c'est une œuvre qui parle d'une époque d'il y a 500-600 ans. Oui. Une société avec des préoccupations qu'on a toujours aujourd'hui au niveau du plan humain. Là. Alors, ça ne peut pas se démoder, ça. Qu'elle soit publiée en 1955
ou qu'elle soit publiée maintenant, on est à peu près dans le même registre là, des valeurs humaines puis d'une société extraordinaire. Mais par la suite, l'œuvre a marqué vraiment plusieurs générations. Et par la suite, là, vous en avez amené un, mais il y a plusieurs livres qui ont été publiés par la suite sur ce qu'il y a de vrai puis ce qu'il y a de pas vrai. Ouais. Et là, c'est là qu'on parle des Rois maudits, l'enquête historique. Et ça, je ne l'ai pas lu. Je suis curieuse. C'est même illustré, Oui. le livre, Oui, là. oui. Et c'est quoi l'objectif un petit peu de ce livre-là, là? Bien, on reprend les faits historiques, puis on les replace dans leur contexte. Les personnages qui sont fictifs, on les replace également dans leur contexte. En fait, on démêle un peu ce qui est la réalité là, de la fiction. C'est pas utile, Non. c'est intéressant. C'est parce qu'on est curieux après. Hein? C'est On ça. termine les Rois Moi- maudits puis on dit c'est quoi qui est Ouais. vrai? Moi, c'est ce quoi que qui je est fais pas souvent vrai? dans n'importe quel roman historique, maintenant, c'est facile. Je m'en vais sur Wikipédia, Ben oui. puis là, je vais voir les événements. Puis, ça me conforte dans l'idée que l'œuvre est bien parce qu'elle raconte effectivement des événements qui ont eu lieu, mais en se permettant de se promener dans la fiction. Et là, je le regarde rapidement, mais je le trouve intéressant parce que, je veux dire, on a vraiment des images d'époque, là, Oui. où on peut vraiment Oui, situer les frères Daunet, par exemple, qui ont été exécutés sur le champ Ouais, Pontoise, les amants. écorchés vifs. Oui, Les amants. Donc, l'adultère, c'était un fait avéré, là. oui, absolument. Et on a, je veux dire, des images qui illustrent ces faits-là. Oui, oui. En plus, ça peut pas être Mais plus vrai que vrai. c'est là, parce hein. que c'est une découverte d'une société. Lorsque je donnais des cours de généalogie, à un moment donné, il y a une jeune femme qui avait découvert que son ancêtre, parce que souvent les gens aimaient que leur ancêtre soit un personnage extraordinaire, elle avait découvert que son ancêtre s'était suicidé. Mais en soi, c'est extraordinaire puisqu'il y a eu procès au cadavre. Alors, et c'était dans les habitudes de l'époque, parce que c'était considéré comme un meurtre contre soi-même. Donc, il fallait faire un procès à l'assassin qui était lui-même. Ça nous paraît un peu ridicule aujourd'hui, mais c'était comme ça que la société évoluait. Comme à un moment donné, une autre de mes étudiantes avait découvert que son ancêtre féminin s'était fait surprendre dans la grange avec 2 soldats. Oh. Alors, c'est des mœurs de l'époque. On peut les retrouver à notre époque également. Et là, les soldats ont été mis au fer. Puis, dans le cas de la femme, ses cheveux ont été rasés. Elle a été mise dans un couvent, à moins que le mari ne veuille la reprendre. Ah bon? Et c'est très intéressant. Puis, le roman historique, c'est ça qu'il fait. Il nous emmène dans la une société de l'époque. Où on va parler de justice, on va parler de bouffe, on va parler du vécu d'une société. Ce qui est intéressant, quand on dit qu'on parle de bouffe, qu'on parle de vécu, on va changer de livre, d'œuvre pour parler de Jean M. Howell et Les Enfants de la Terre. Là, c'est le clan de l'ours des cavernes. Ouais, c'est le premier tome. Ouais. Mais il y a plusieurs tomes à cette œuvre-là. Et c'est un roman historique de la préhistoire. Oui. Il y en a très peu. L'autre que je connais, c'est La guerre du feu, que beaucoup connaissent là, également. Qui a été d'ailleurs mise en scène aussi. Il y a un film, là. Mais l'œuvre de Mme Howell, ce qui est intéressant, il y a 5 tomes. En tout cas, moi, j'en ai lu 5, mais il me semble qu'il y en a 6. Oui, ça se peut. Il y en a plusieurs. Oui, j'en ai lu 5, en tout cas. Mais il me semble qu'il y en a 6. Et ça se passe à l'époque où il existe encore plusieurs espèces humaines. C'était, je pense, qu'à la jonction du temps là, où il y avait les Cro-Magnons, mais il y avait aussi des Néandertaliens. Oui, voilà. Alors, l'Homo sapiens apparaît. C'est la nouvelle espèce qui va dominer la Terre, mais ils sont minoritaires au moment où Jean Howell écrit son roman, et c'est les Néandertaliens qui dominent l'époque. Alors, on est vraiment à la base de ce qui deviendra une civilisation. Oui. On parle même du langage, où l'Homo sapiens est capable de s'exprimer avec quelques mots, mais pas le Néandertalien. En tout cas, d'après le roman. Tout à fait. Elle a fait des recherches. C'est une femme qui avait une formation scientifique, qui a laissé son emploi, qui a décidé d'écrire des romans. Oui, c'était une ingénieure ou quelque chose comme ça. Et elle s'est lancée dans une recherche exhaustive sur la préhistoire.
avant d'écrire son premier roman, qui a été un grand succès. Elle en a écrit d'autres, Les Enfants de la Terre, La Vallée des Chevaux, etc. Oui. Et ça nous situe dans une période extraordinaire où finalement, on se demande toujours, mais comment on a fait pour survivre? Parce que on n'est pas équipé. Ah non, On pas n'a du tout, pas, effectivement. on n'a pas alors. les dents comme un prédateur. Mhm. On n'a pas de crocs, on n'a pas, Oui. on n'a pas de voit les griffes. techniques, on On n'a explore pas de les griffes, techniques on de a des chasse, hein. ongles. Oui. C'est pas des griffes, ça. Ça marche pas, les ongles. Alors, les seuls moyens qu'on avait, c'était la fuite. La fuite, Mais à cette époque-là, déjà, on a des outils. la chasse, oui, la chasse. On a des outils de pierre, on connaît le feu. On connaît le feu, Mais si effectivement. on recule d'une autre époque, la seule chose de survie que tu avais, c'était grimper dans les arbres, puis la fuite. Puis T'es on loin. voit aussi que la société s'organise de plus en plus, hein, Oui. Oui. des Et- Néandertaliens. Mais et- on a une certaine structure sociale, Et elle va loin parce que Ayla, l'enfant de la Terre, Oui. c'est une jeune fille qui va être... il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un cataclysme, et cette jeune fille-là va être adoptée par un clan néandertalien. Et physiquement, elle ne leur ressemble pas. Ça fait que pour eux autres, c'est une espèce Citoyenne de seconde zone. Ah hein. oui, elle trouve laide, c'est une, tu sais, elle n'a pas les arcades sourcilières, puis la mâchoire proéminente, puis tout ça. Sauf qu'elle va tomber enceinte, cependant, parce que, bon, il n'y a pas de mariage, hein, Non, c'est un accouplement, point, là. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, scientifiquement, on a découvert que nous, on a des gènes de néandertaliens. Je pense qu'on a 1 ou 2 de nos gènes Mais oui, qui est effectivement, parce néandertalien. qu'il y a eu, les sans mêlés qui appellent. Mais dans au début, on ne le dans savait pas. volume. On ne savait pas que même aujourd'hui, Oui. on avait encore des traces de néandertaliens en nous. Donc, c'est la preuve scientifique qu'il y a eu Cohabitation. oui, de deux, mixage entre les deux populations humaines. Et évidemment, il y en a une qui est plus évoluée, plus avancée que l'autre. Puis, bon, il y en a une Ce qui qui va m'avait disparaître. fasciné, moi, je me souviens, c'est que au niveau des Néandertaliens, on était vraiment plus axé sur la survie et dans le fond, je veux dire, la vie était très précaire, Oui. la survie était, Oui. la vie était pas très longue. Oui, Tandis que quand on va au niveau de l'Homo sapiens, là, on a vraiment le développement de techniques de chasse, mais là, on commence à avoir des préoccupations aussi des Oui. phénomènes qu'on ne comprend pas. Donc, Ouais. entre guillemets, la religion, la religion les va croyances, apparaître, etc. Ça a été fascinant, ça. Oui. Mais en même temps, on découvre aujourd'hui que les Néandertaliens en avaient. Parce que quand même, l'œuvre date, je me souviens Oui, plus ça de... date quand même. Oui, d'un bon petit et, bout, là, et les découvertes scientifiques modernes nous apprennent beaucoup plus maintenant sur le monde des Néandertaliens, qui avaient une forme d'art, eux autres aussi. Puis, mais 1980. il en ça. demeure pas moins que c'est une œuvre Bien, ça se démodera importante, jamais, importante. effectivement. Bien, ça ne peut pas se démoder. Non. On parle d'événements qui se sont déroulés il y a, mettons, 100 000 ans, là, autour Ah oui, de tout ça. à fait, parce que ça date de 1980, mais elle a publié jusqu'à assez récemment. Hein. Son dernier date de moins de 10 ans. Oui, mais c'est peut-être le livre qui date de 1980, là, mais peu importe. C'est l'œuvre. Le copyright, La ok. première publication. Alors, mais ça fait 1980, partie des œuvres, pour quelqu'un qui s'intéresse à la préhistoire, là, Oui. au niveau du roman, qui, à mon avis, c'est une œuvre très intéressante, importante. Là. Oui, parce qu'on prend le temps. Il y a plusieurs tomes. On prend le temps. Hein. Il y avait différentes... On voyait déjà à l'époque qu'il y avait différentes nationalités, entre Oui, guillemets. Hein. Le oui. clan du mammouth, Oui, le clan de oui, ci, le clan oui. de ça. Donc, Et une chose aussi qui est assez particulière là-dedans, c'est qu'elle va adopter, entre guillemets, des bébés animaux. oui. Un loup qui va devenir son chien, en quelque sorte. Un lion, Son chat. oui. Puis plus tard, un cheval. Alors, on voit la cohabitation, là. Domestication. La domestication de... Bon, est-ce que c'est apparu à cette époque-là? On n'en sait trop rien, mais c'est plausible. Donc, oui, Et c'est tout à fait. très intéressant. Oui, Très, très effectivement. intéressant. Oui. Donc, plusieurs tomes pour ça, je pense, c'est ça, 6 ou 7, Gene Orwell, puis Oui. c'est encore disponible. Oui, ça. oui. On a le temps, vite fait, là. Le Luc ne sera pas content après moi, je vais le montrer comme ça, Luc. Prenons quelques minutes pour parler de Autant n'emporte le vent. Margaret Mitchell. Ouais, Autant n'emporte le vent. ouais. Une œuvre extraordinaire. Et le film
qui a gagné un Oscar puis qui date des années Gary Cooper. Je ne suis pas sûr, là. C'était pas Clark Gable. Clark Gable, c'est ça. Puis, et un film quand même extraordinaire. Vivian Leigh, oui, c'était ça. C'est ça, oui. Oui. C'est la guerre de sécession aux États-Unis. Alors, c'est la société sudiste. Elle fait partie d'une famille sudiste et c'est toute la désagrégation de la société. Et c'est une œuvre très intéressante. Là, on est au 19e siècle. La guerre date de 1861 jusqu'à 1865 et on est dans l'ensemble de cette époque-là. C'est un roman qu'on lit, ça, et c'est quand même une description. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je trouvais que ça se rapprochait un petit peu plus du roman français où on a plus de descriptions. Oui. Parce que, je veux dire, elle décrit l'incendie de la ville d'Atlanta d'une façon extraordinaire. Oui. Les bateaux à vapeur, les bateaux à roues à aube, là, puis Mais pour comprendre la société sudiste, en tout cas, puis les sensibilités qu'il y a, c'est une œuvre... Oui, puis ça nous fait comprendre encore aujourd'hui, en lisant autant La Porte-le-Vent, certaines problématiques où... qui durent toujours. Exactement, qui durent toujours aujourd'hui. Oui. Et le fait que les citoyens du sud des États-Unis, les États esclavagistes de l'époque, ont un système social ou une façon de considérer la société complètement différente. Il y a eu d'autres œuvres qui ont été faites, d'ailleurs, un peu au niveau de cette époque-là. Je pense à La Virginienne, qui raconte l'histoire d'une esclave qui appartenait au président des États-Unis, qui était... Le troisième. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si Andrew Jackson. Non, Jefferson. Thomas Jefferson. Oui. Et là encore, c'est... Puis, évidemment, l'œuvre d'Alex Haley, Racine, qui raconte toute l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. De l'Afrique jusqu'à l'Amérique. Oui. Et ça aussi, on est pas mal La case de l'oncle Tom, qui a été une œuvre aussi magistrale. Mais d'ailleurs, on se parle de La Virginienne. La Virginienne, c'est un fait vécu, là. C'est un fait avéré. Oui. Et aujourd'hui, c'est la famille de Jefferson. Donc, les descendants du troisième président des États-Unis, il y en a qui sont des Blancs et il y en a qui sont des gens de couleur. Oui, effectivement. Donc... Puis elle est restée une esclave. Et Thomas Jefferson, c'est celui qui a écrit la Déclaration d'indépendance des États-Unis, dont l'article 1 dit ceci: « Nous tenons pour évidente ces vérités par elles-mêmes, que tous les hommes naissent égaux, que le Créateur les a dotés de droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Et le même gars avait des esclaves, il a eu des esclaves toute sa vie, et en a fait sa concubine. A des enfants, d'une esclave. Ses enfants, lui, qui sont des esclaves. Oui. Alors, comme dichotomie, difficile de trouver pays. C'est sûr que c'est... On n'est pas avec le président Trump, mais... autre temps, autre messe. Voilà. Non, effectivement. Mais c'est un roman historique, La Virginienne. Tout à fait. Mais basé, un peu comme Drouin, sur des faits historiques très forts, très solides, très vivants. Oui, tout à fait. Il nous reste 2 minutes avant de conclure cette première émission, parce que là, vous nous en avez tellement amené qu'on a dit, bon, on va en faire 2. Qu'est-ce que le roman historique, là, avant qu'on termine aujourd'hui, vous êtes tombé dedans, de quelle façon? C'est un hasard. Enfant, moi, je lisais. J'ai toujours lu. Et lorsque j'étais enfant, je lisais toutes sortes de choses. Et je lisais des bandes dessinées, beaucoup. Et à un moment donné, j'avais lu tout ce qui était possible de lire et je m'ennuyais profondément. Et mon grand-père m'avait donné un livre qui s'appelait L'Antiquité. C'est un livre de 1900, un vieux volume, là, qui était un manuel scolaire de son époque à lui. Et pour moi, l'Antiquité, je pensais que c'était des meubles antiques. Ah bon? C'était ça, l'Antiquité, pour moi. Comme on dit, tu sais, des antiquités. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Mais là, il n'y en avait plus d'autres à lire. Oui, mais il y a eu un autre événement aussi qui a fait qu'il y a eu un lien qui s'est passé. C'est que j'allais au cinéma, je viens d'Isbranton, on allait au cinéma Perrault. Les samedis, il y avait des films. Puis pour moi, il y avait 2 sortes de films qu'on allait voir, là. C'était des films de Jerry Lewis, des comédies un peu loufoques, là, où il y avait des films qu'on appelait de cow-boy ou de roman. Pour nous autres,
aussitôt qu'il y avait un film de cap et d'épée, où il y avait une épée, c'était un film de roman. Et j'avais été voir un film qui relatait un événement, et j'avais trouvé ça très bon, c'est un film de roman. Et en lisant le livre de mon grand-père de l'Antiquité, là, j'ai découvert que mon film de roman, il s'agissait de la bataille des Thermopyles entre les Grecs et les Perses. Le roi Léonidas et ses 300 hoplites avaient été vaincus par les Perses. Et là, tout un monde s'est ouvert devant moi, un nouveau monde, un monde de culture, un monde de l'histoire. C'est comme ça qu'à un moment donné, et ça a marqué toute une vie. Et ça a marqué toute une vie. C'est mon grand-père. Oui. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. On reste ensemble pour une autre émission qui sera diffusée dès la semaine prochaine. Parfait. Quant à vous, à la maison, restez des nôtres et surtout revenez nous voir la semaine prochaine. On continue notre exploration des romans historiques.